Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sociologie, d'une science, discipline scientifique qui s'est construite à travers l'histoire. On va essayer de la comparer en fait à d'autres disciplines pour voir ses spécificités tout au cours de l'histoire. Allez, on s'installe, on boit un verre d'eau. Vous êtes peut-être déjà tombé sur des articles scientifiques, ou bien vous êtes tombé sur des vidéos, des journaux, des magazines qui parlaient de sociologie et qui parlaient selon des thèmes sur la sociologie des organisations, la sociologie du militaire, la sociologie des jeux vidéo, de la famille. Enfin bref, vous êtes à la bonne place. La sociologie est plurielle et ça dérange beaucoup de monde au sein de la communauté scientifique, mais aussi dans la société. Par exemple, les gens n'arrivent pas à la distinguer par rapport à la politique, ou bien, par exemple, la taxe clairement d'idéologie de gauche, entre guillemets, ça c'est un truc assez fou. En fait, ils n'arrivent pas à faire la différence entre une enquête scientifique et des propos politiques, des romans et autre chose. Il est courant de se positionner au 19 et 20e siècle pour parler de l'apparition de cette discipline. Premièrement, les mutations économiques, sociales et politiques. La révolution industrielle en Europe va bouleverser les modes de vie, la formation de l'urbanisation dans les métropoles, la construction d'horizons démocratiques dans certains régimes politiques. Mais il y a aussi des problèmes sociaux, politiques, le manque de contrôle sur les populations, leur régulation par les administrations publiques, et des préoccupations humanistes et hygiénistes qui vont questionner, faire réfléchir certaines personnes sur les normes, le fonctionnement des groupes sociaux, par exemple l'affaiblissement des légitimités spirituelles comme la religion ou les communautés plus traditionnelles dans les villages, comparées aux villes. Et un troisième point, ce sont des programmes de recherche qui vont se construire dans des conditions intellectuelles, techniques et institutionnelles bien précises. Ce sont les prémices d'une sociologie qui reste subordonnée à des intérêts pratiques et techniques, mais qui ouvre la voie à une nouvelle science expérimentale, à un nouveau programme de recherche. Et oui, parce qu'en fait, la sociologie, elle a été enseignée, en fait, elle a commencé à être enseignée en 1958. Sauf qu'avant, elle était enseignée, sauf que c'était pas du tout la même chose au temps de Durkheim, par exemple, au 19-20e siècle. Donc là, je vais vous parler, en fait, de 3-4 aires géographiques pour vous parler de la sociologie. Je ne suis pas étatocentré, c'est-à-dire que là, j'habite en France. Je ne vais pas vous parler simplement de la sociologie en France, de l'apparition, et puis basta. Non, je vais essayer de vous parler de quelques pays, parce que je suis limité dans mes connaissances, je vous parle de ça, et c'est important de le dire. Voilà. Et de voir qu'on manque pas mal de connaissances sur l'émergence et la construction de la sociologie dans d'autres pays d'Europe, même actuellement. D'accord. En Allemagne, l'importance pour l'idéalisme philosophique dès le XVIIe siècle explique que les premiers écrits des sociologues comme Weber, Simmel, Tönnies ont été influencés par l'idée que la réalité est déterminée par les représentations mentales des personnes qui forment le monde. Kant, Fichte, Hegel étaient attachés à cette conception. La poésie et l'historiographie étaient fortement présentes dans la société et la manière de parler, de sentir et d'agir. Les Allemands étaient plutôt contre le matérialisme. Bref, ça, il faudra le nuancer. Mais le matérialisme, lui, c'est plutôt la matière qui existe en dehors de l'esprit. On pourra retrouver d'ailleurs cette conception en France, avec une inclinaison plutôt pour ce courant, notamment avec la raison et l'idée de progrès de l'esprit humain. C'est l'idée que la science cherche des lois élaborées par des observations et des expériences répétées, qui permettraient d'expliquer les faits qui nous entourent. Lagrange, Condorcet, mais aussi Saint-Simon vont influencer les premiers écrits de Comte, Durkheim, Tarde, Holbach avec le positivisme. De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, on pourra trouver une influence de l'empirisme qui voudrait que l'expérience sensible est à l'origine de toute connaissance ou croyance et de tout plaisir esthétique. Elle se différencie du rationalisme nativiste pour lesquels nous disposerions de connaissances, idées ou principes avant toute expérience. Bacon au XVIIe, Hobbes sont des personnes clés de cette conception. L'empirisme est la plupart du temps associé au matérialisme, qui affirme que seule la matière existe. Ce sera le développement de la méthode expérimentale, notamment avec Newton dans la construction de la loi universelle de la gravitation. Aux États-Unis, c'est plutôt le pragmatisme qui apparaît à la fin du XIXe, début XXe, un courant philosophique qui prend comme point de départ que la connaissance doit avoir le souci d'être proche du concret, du particulier, de l'action, et opposée aux idées considérées comme abstraites et vagues, de l'intellectualisme. Cette conception est proche de l'empirisme, comme on vient de voir en Angleterre, du XVIIe. Peirce, William James, John Dewey en sont les fondateurs. Ils influenceront par la suite George Herbert Mead, William Isaac Thomas, Robert Ezra Park. D'accord.
Comme ça, on peut voir maintenant les cours actuels. À ce moment-là, je vais pouvoir vous dire qu'on y est presque. Presque. En effet, ces grands courants vont influencer les travaux par la suite des sociologues. Weber, sociologue allemand qu'on a vu tout à l'heure, va être influencé par l'idéalisme et donc l'idée de partir des représentations mentales des personnes. Il s'est intéressé à montrer comment les habitudes de recherche de profit, de gain et d'évitement du gaspillage à travers une profession, l'esprit du capitalisme comme il le dira, seront liées à l'éthique protestante des protestants chrétiens des 16e, 17 et 18e siècles en Europe, c'est-à-dire à leur conduite sur Terre, guidée par la prédestination dans l'au-delà. Ils avaient la croyance que les signes d'élection étaient à rechercher par le travail dur et l'évitement du repos pour pouvoir réussir ici-bas et éviter d'aller en enfer. Dans cette conception de Weber, sa place dans la démarche compréhensive en sociologie, héritée de l'idéalisme philosophique allemand, c'est plus partir des actions des individus pour comprendre les structures comme le capitalisme en Occident, par exemple, dans une certaine époque. Cette recherche est différente de celle de Durkheim en France. Elle est influencée par le positivisme, qui recherchait des lois sociales pour expliquer le suicide en France. Il essaie de trouver des causes collectives du suicide individuel. Il passe par l'analyse de la température. Ouais, il cherche un peu de partout là. Hein. Du lieu géographique, de la religion, la famille. Son explication est que la famille et la religion, peu importe donc la température, jouent en fonction d'intégration sociale et protègent les individus de se suicider. Et oui, dans ces groupes, il est mal vu de se suicider. De même, en temps de guerre ou de crise sociale, le sentiment d'appartenance à la patrie, aux enjeux de la nation, se développe. On comprend là que c'est des structures de la famille et de la religion que Durkheim part pour expliquer un phénomène pourtant vu comme individuel dans l'acte de suicide. La société joue donc le rôle de régulateur en donnant des règles aux individus, des repères qui peuvent être bousculés en temps de grande expansion ou crise économique par exemple, qui peuvent venir retirer les freins dans les conduites et pousser les gens à se donner la mort volontairement. Attention, ici je donne qu'une explication assez simple de ces courants. Durkheim va aller plus loin dans son analyse et son explication, en donnant des types de suicides en fonction qu'il y ait eu une trop faible intégration ou inversement, et les catégories de suicides qui interviennent en cas de manque ou d'excès de régulation. Pareil pour Weber, sa description est plus précise, et nous allons les voir en détail pour une prochaine vidéo. C'était pour vous montrer en fait les liens entre les philosophies et les théories des sociologues qui vont s'en inspirer, pour ensuite s'en détacher et construire une science avec des théories. Des outils comme les statistiques, des observations, des entretiens, une démarche de compréhension, explication, qui vont être systématisées pour produire des connaissances. Ce ne sont là que deux exemples. On aurait pu prendre d'autres, par exemple, et avancer dans l'évolution de la sociologie actuelle en citant les courants de l'interactionnisme liés au pragmatisme américain, l'individualisme méthodologique relié à l'idéalisme allemand, et en montrer les liens avec les philosophies. Mais nous les verrons plus tard en détail. Voilà, par ces deux exemples, j'ai voulu vous faire comprendre que dans la sociologie, il y a plusieurs courants de pensée. Elle est plurielle, comme on l'a dit auparavant, et en fait, dans les courants de pensée, dans la pluralité, on peut les catégoriser dans deux grandes familles, c'est-à-dire le holisme, qui part des structures pour arriver à comprendre les comportements des individus, et par là, on peut classer Durkheim, par exemple, et dans l'autre côté, dans l'autre famille, c'est plutôt l'individualisme méthodologique, hein. Et ils partent en fait du comportement des individus, de leur interaction, pour comprendre des choses qui sont plus hautes et plus globales, c'est-à-dire la famille, des institutions, des structures, des phénomènes de plus grande ampleur. Voilà. Et donc, tous ces courants, en fait, il faut comprendre qu'ils sont contre le relativisme en fait, en sciences, et c'est des connaissances objectives qu'elles produisent. C'est-à-dire que, par exemple, la philosophie sociale ou la littérature, elle va donner un effet de style, mais il n'y a pas de données, en fait. La science, elle a vraiment, par exemple, on a vu que par ces deux exemples, il y a un appareillage statistique avec des données, une démarche compréhensive, la compréhension du sens que les acteurs ils donnent à leur action, et en troisième, des interprétations théoriques, donc qui sont toujours à travailler, c'est pas des petites pensées, voilà, une intuition qui nous vient
avec de la littérature par exemple, même si elle peut être intégrée dans la sociologie, et on le verra plus tard. Sauf que là, la sociologie, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle essaie en fait de dégager des principes de réalité, principes objectifs. Et par exemple, il ne faut pas oublier que la science, c'est une science qui est historique. Par exemple, il y a deux auteurs, Berthelot et Passeron, qui, en fait, qui sont contre un relativisme contemporain de la science, qui viserait, par exemple, on pourrait le retrouver en Angleterre et surtout aux États-Unis. Et en fait, elle voudrait en fait que la vérité serait subordonnée en fait à des valeurs et des enjeux, c'est-à-dire une reconnaissance institutionnelle, des réseaux, par exemple de chercheurs, des dotations financières et, et, euh, et du pouvoir. Sauf qu'en fait, ben, vous pouvez être chercheur ou chercheuse et vous vous en foutez complètement, c'est-à-dire voir juste votre travail, votre taf comme un taf comme la plupart des personnes. 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député.